Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes ici pour le premier webinaire sur les énergies. Donc, nous allons démarrer dans quelques minutes, je pense, parce qu'il y a encore des gens en attente, pas beaucoup. Bon, écoutez, on va démarrer. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Éric Pupier, chef de projet de l'aéronef plus électrique et hybride. Pour un avion plus vert, plus généralement, on pourra dire, et pilote de l'écosystème d'excellence propulsion et énergie embarquée pour le pôle Aerospace Valley. Alors, je précise que c'est Philippe Bozou, délégué aux industries mécaniques et animateur de l'écosystème d'excellence structures et matériaux et procédés, qui a préparé les deux webinaires, celui d'aujourd'hui et de demain, 7 et 8 juillet, qui est absent et que je remplace. Donc, aujourd'hui, vous aurez affaire à moi. Donc, bienvenue au Café Techno, donc, dont le titre est Quelle croissance pour quel mix énergétique. Ce webinaire a pour objectif de donner la vision d'un expert reconnu sur l'énergie, ou plutôt les énergies et leur interaction avec la croissance dans le monde de demain. Sujet est-il utile de le rappeler, bien d'actualité et au cœur des préoccupations les plus essentielles du moment, si on s'en réfère aux dernières élections par exemple. Pour éclairer ce débat, nous avons fait appel à un expert, justement, donc Philippe Charlez, que je remercie d'être avec nous pour deux cafés techno. Donc le CV de Philippe est affiché sur la diapo en ligne. Donc il est ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons en Belgique, docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris. Philippe Charlez interviendra au cours des deux cafés techno, donc comme je le disais. Aujourd'hui, comme expert en énergie du think tank d'obédience libérale, l'Institut Sapiens, qui est un organisme à but non lucratif qui veut, selon leurs propres mots, décrypter, faire dialoguer et former pour peser dans le débat économique et social. Et demain, nous aurons encore, même heure, nous aurons encore Philippe Charlez pour nous présenter le monde de l'exploration et la production pétrolière et ses technologies. Et là, avec une autre casquette, Philippe, en tant que conseiller technique auprès du directeur de communication du groupe pétrolier Total. Alors, Philippe Charlet, vous enseignez dans les universités et grandes écoles. Vous avez écrit plus de 70 articles et plusieurs ouvrages sur l'énergie, dont Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, aux éditions De Book, je le prononce à la flamande, octobre 2017. Et vous compléterez si besoin la présentation en démarrant, Philippe. Avant de vous passer la parole, quelques indications sur le déroulé de ce café techno. Alors donc, voilà, donc il y aura 30 minutes exposées par Philippe Charlez, expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens, puis 30 minutes de réponse aux questions à poser au fil de l'eau par écrit en mode chat. Alors là, je m'adresse aux participants. Vous avez une petite bulle chat dans les questions. Vous pouvez poser vos questions et à la fin, nous poserons ces questions à Philippe Charlez. Ces questions resteront anonymes, hein, je précise. Là aussi, pour rassurer certains, pour éviter qu'ils le demandent pendant la réunion, donc les liens pour la présentation et pour la séance vidéo seront envoyés par Aerospace Valley à l'issue, dans quelques jours, à l'issue de la présentation. Donc nous avons l'autorisation de Philippe Chargé de les mettre à disposition. Voilà. Je vous souhaite un excellent exposé et je laisse la parole à Philippe Charles. Bien, alors bonjour à vous. Donc, pour votre information, donc je suis dans la tour Total à la Défense, dans mon bureau. Donc voilà. Et donc j'attends d'avoir la main. Je l'ai pas encore. Donc en fait, le titre de la. Vous m'entendez tous? C'est bon? Donc le titre de la présentation, quelle croissance pour quel mix énergétique? Donc c'est vraiment la relation entre la notion de croissance économique et la notion de mix énergétique, pour arriver à voir est-ce que le mix de demain, quelle dose de verre on peut injecter ou pas dans le mix de demain. Alors je n'ai toujours pas la main, donc voilà.
Alors, on va commencer par un niveau relativement, je vais dire, high level, euh, pour vous expliquer que tous les systèmes naturels, quels qu'ils soient, fonctionnent tous à peu près de la même façon. Il y a un flux d'énergie rentrant. Pour leur bon fonctionnement, ils produisent un flux d'énergie libre. Et à la sortie du système, il y a un flux de déchets qui sont thermodynamiquement fortement anthropiques et qui, pour que le système puisse maximiser son énergie libre, sont rejetés dans le milieu extérieur. Alors, le cybernéticien Éric Chesson a montré en fait que plus le système était complexe, plus le système était sophistiqué, et plus le flux d'énergie rentrant par unité de masse était important. Vous pouvez le voir ici. Tous les systèmes fonctionnent, comme je vous l'ai dit, de la même façon. Une galaxie, c'est 1 million de fois moins d'énergie rentrante par unité de masse que les végétaux. Et on voit que le cerveau humain, c'est 15 millions de fois plus qu'une galaxie. Donc le corps humain fonctionne exactement de la même façon. Hein. Quand vous mangez, c'est le flux d'énergie rentrant. Quand vous bougez, et surtout que vous pensez, puisque le cerveau consomme énormément d'énergie, c'est la production d'énergie libre. Et puis je vous laisse imaginer le flux de déchets anthropiques sortant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les sociétés humaines fonctionnent exactement de la même façon. Et comme vous le voyez ici, quand on en calcule le flux d'énergie rentrant, il est encore à 3 fois et demi supérieur au flux d'énergie rentrant par unité de masse du cerveau. Donc en fait, le fonctionnement des sociétés humaines, sociétés de croissance par excellence, que je vais appeler économie brune, on le verra parce qu'elle fonctionne essentiellement à base d'énergie fossile. Donc vous avez un flux d'énergie rentrant. Ce flux d'énergie rentrant, c'est de l'ordre de 160 pétawattheures. Donc je vous rappelle, péta, c'est 10 exposant 15. Donc qui est le flux global d'énergie primaire rentrant. Ce flux d'énergie rentrant est composé à 85% d'énergie fossile, grosso modo 5% de nucléaire, 5% d'hydro et 5% de renouvelables. Alors je différencie ici dans les renouvelables l'hydro des renouvelables intermittents, donc essentiellement le solaire et l'éolien, parce que souvent on a tendance à les assimiler et ça peut conduire à des mauvaise interprétation parce que l'hydro existe quand même depuis très longtemps, alors que les nouvelles énergies renouvelables, c'est plus le solaire et l'éolien. La production d'énergie libre, c'est tout simplement la production du PIB mondial. Donc aujourd'hui, c'est 85 000 milliards de dollars, 85 teradollars. Et le flux d'énergie sortant, alors il n'y a pas que celui-là, hein, il y a les déchets anthropiques ne sont pas que le CO2, mais on va restreindre notre analyse au flux de déchets anthropiques sortants, c'est-à-dire les 35 milliards de tonnes de CO2 qui proviennent essentiellement de la combustion des énergies fossiles. Et ce qu'on voit, c'est que ce système fait apparaître deux paramètres fondamentaux qui vont un peu régir la façon dont le système va fonctionner plus ou moins bien. Le premier, c'est ce qu'on appelle contenu carbone ou qu'on appelle aussi l'intensité carbone. Donc, c'est tout simplement le rapport entre l'énergie nécessaire pour que le système fonctionne et son flux de déchets anthropiques sortant, rejetés dans le milieu extérieur, hein, non pas dans le milieu intérieur, mais dans le milieu extérieur. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'intensité énergétique, qui est tout simplement le rapport entre la quantité d'énergie primaire dépensée et la production d'énergie libre, donc la production de richesse. Et donc ce qu'on voit, c'est que le contenu carbone ou l'intensité carbone s'explique en tonnes ou en kilos de CO2 par mégawattheure, alors que l'intensité énergétique, c'est en mégawattheure par kilodollar, mais bien kilodollar de richesse. Hein. Il ne s'agit pas d'un prix du mégawattheure, donc c'est la quantité d'énergie requise pour produire 1000 dollars de richesse. Et de l'autre côté, c'est la quantité de CO2 émise par mégawattheure. Alors pour essayer de relier les émissions de CO2, disons, au système global, il y a une équation qui est très intéressante, vous allez voir, elle est toute simple, qui s'appelle l'équation de Kaya, qu'on va écrire ensemble. Donc si j'écris CO2 égale CO2, je suppose que vous êtes tous d'accord, je vais diviser OT-bas par mégawattheure, diviser OT-bas par kilodollar et diviser OT-bas par habitant.
on voit qu'il y a 4 termes qui sont de gauche à droite. Le premier, c'est la croissance démographique, et donc ça veut dire que pour limiter les émissions de CO2, le premier levier, généralement personne n'en parle, mais c'est peut-être le plus important, c'est de limiter la croissance démographique, on y reviendra. Le deuxième, c'est de renoncer à la croissance économique, ça ne nous plaît pas trop non plus. Et puis, les deux premiers sont les deux paramètres que je vous ai fait apparaître dans le diagramme suivant. Donc, le premier, c'est réduire l'intensité énergétique, donc ce qui revient à améliorer l'efficacité énergétique du système économique, donc c'est-à-dire produire toujours autant de richesses, mais avec moins d'énergie. Et le premier, c'est tout simplement la décarbonation du mix énergétique, donc c'est-à-dire c'est effectivement sortir des énergies fossiles et surtout des énergies fossiles les plus émettrices, sachant que le charbon est quand même le plus émetteur. Donc je vous rappelle que le charbon émet environ en thermique, pas en électrique. Donc quand on brûle directement la môle de produits. Donc le charbon, c'est 340 grammes de CO2 par 340 grammes par kilowattheure ou 340 kilos par mégawattheure. Le pétrole, c'est de l'ordre de 250 et le gaz 204. Donc, ce qui veut dire que une même quantité d'énergie brûlée gazière va émettre 2 fois moins de CO2 que le charbon. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on dit qu'on veut décarboner, c'est évidemment soit de remplacer les fossiles par des énergies non carbonées, qui, on le verra, sont les renouvelables et le nucléaire, ou bien au contraire remplacer des énergies fortement carbonées par des énergies moins carbonées, donc c'est-à-dire remplacer du charbon et du pétrole par du gaz. Alors je vous propose d'analyser assez rapidement les deux premiers, c'est-à-dire limiter la croissance économique et la croissance économique et la croissance démographique. Je passerai également assez rapidement sur réduire l'intensité énergétique et je me concentrerai plus sur la quatrième levier, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles. Donc le premier, renoncer à la croissance économique. Alors renoncer à la croissance économique, on sait qu'il y a une forte corrélation entre croissance économique et développement. Donc vous avez ici la corrélation qui existe entre la croissance économique, donc en fait le PIB, l'espérance de vie. On voit qu'on a un seuil économique d'espérance de vie qui est de l'ordre de 15 000 $ par habitant et par an, et que dès qu'on tombe en dessous des 15 000 $ par an et par habitant, on a un effondrement de l'espérance de vie. Donc c'est-à-dire qu'on a bien deux domaines dans l'espérance de vie, un domaine qui est une espérance de vie technique, donc c'est-à-dire que les progrès de la médecine n'autorisent pas une espérance de vie pour l'instant au-delà de l'ordre entre 75 et 80 ans, dépendant des pays. Par contre, quand on tombe en dessous des 15 000 $ par habitant, l'espérance de vie n'est plus technique, elle devient bien économique. Donc, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, vous n'avez pas les moyens de financer un système de santé qui vous permet d'atteindre la limite technique de la vie. Alors ce graphe, on pourrait le répéter pour la mortalité infantile, par exemple. Il y a de nombreux indicateurs de développement qui sont reliés à la richesse par habitant. Un exemple intéressant, celui du Venezuela, qui a vu son PIB, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pandémie récente, pour des raisons purement d'organisation politique et de position internationale, a vu son PIB se réduire de 50% depuis 2014. En même temps, l'espérance de vie de sa population a baissé de 15 ans. Quand on sait que l'augmentation de l'espérance de vie, c'est de l'ordre de 3 mois par an, donc ça veut dire que 15 ans d'espérance de vie, c'est pratiquement 60 ans de recul en développement. Également, ce qu'on voit par rapport à la richesse et la croissance économique, c'est que il n'y a pas que l'espérance de vie qui est liée à la richesse. On va dire que les performances énergétiques et écologiques sont aussi liées à la richesse. On voit que l'intensité énergétique décroît de façon quasi exponentielle en fonction du PIB par habitant, et qui me fait dire que, alors c'est un peu provocateur, mais que par contre c'est assez vrai, c'est que effectivement l'écologie est un sport de riches, et malheureusement ce ne sont pas les pays les plus pauvres du monde qui sont les plus avancés
sur le plan de l'écologie et de la transition énergétique. Le deuxième levier, c'est limiter la croissance démographique. Donc limiter la croissance démographique, voilà, vous avez l'évolution de la croissance démographique, elle aurait été à peu près multipliée par 4,5 depuis 1950, alors qu'elle a pratiquement stagné entre l'Empire romain et le milieu du 19e siècle. Donc ça veut dire que il y a en fait une assez forte croissance entre la croissance économique et une interaction entre croissance économique et croissance démographique. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, chaque nouvelle naissance, chaque nouveau bébé qui arrive sur Terre, il nous amène dans son berceau un cadeau qui est environ 4,5 tonnes de CO2, c'est mécanique. Et on voit que sans autre effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, que la croissance de la population fera croître les émissions de gaz à effet de serre dans les mêmes proportions puisque c'est proportionnel. Alors ce qu'on voit, c'est que globalement, la croissance économique a créé de la croissance démographique, puisque la croissance économique réduit la mortalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle augmente l'espérance de vie. Elle réduit aussi la natalité, puisqu'à partir du moment, les pays les plus développés ont généralement des natalités plus faibles, puisque les femmes font davantage d'études et ont leur premier enfant beaucoup plus tard. Mais globalement, le bilan est en faveur de la croissance démographique, puisque la réduction de la mortalité a été beaucoup plus spectaculaire que la réduction de la natalité. Donc la croissance économique est un facteur de croissance démographique. Et c'est d'ailleurs une des faiblesses de l'équation de Kaya, c'est que l'équation de Kaya analyse séparément les 4 paramètres, alors qu'on l'a vu, par exemple, il y a une forte corrélation entre intensité énergétique et croissance économique, et ici une forte corrélation entre croissance démographique et croissance économique. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait en fait complexifier l'équation de Kaya. Je suis en train de travailler là-dessus pour essayer de corréler les 4 paramètres entre eux. En ce qui concerne la réduction de l'intensité énergétique, donc cette intensité énergétique, elle a été fortement réduite depuis le début du 19e siècle. Donc ça veut dire qu'on a fortement augmenté l'efficacité énergétique de nos économies. Comme vous le voyez ici, l'intensité énergétique était de l'ordre de 7 mégawattheures par kilo-dollar au début du 20e siècle, et elle est aujourd'hui tombée un peu en dessous de 2. On voit aussi qu'on tend vers une asymptote qui est de l'ordre entre 0,6 et 0,7, ce qui signifie qu'on aura du mal à faire de la croissance économique en réduisant l'intensité. Donc il y a quand même une limite à l'intensité énergétique. Alors même si on a réduit fortement l'intensité énergétique, n'empêche qu'elle est fortement hétérogène dans les différents pays mondiaux. On le voit ici que en Europe on est aux environs de 1, aux États-Unis à peu près 1,31 pour une moyenne mondiale de 1,88. Donc tous les pays de l'OCDE sont bien en dessous de la moyenne mondiale, alors que tous les pays émergents sont bien au-dessus. On voit par exemple que le russe, pour produire la même quantité de richesse, va consommer 5 fois plus d'énergie. Alors il y a 2 raisons à ça. Il y en a une qui est du deuxième ordre, qui est la délocalisation. Elle compte environ pour 20%, donc c'est-à-dire la délocalisation de notre énergie lourde, notamment vers certains pays émergents comme la Chine et l'Inde. Mais l'intensité énergétique très élevée des pays émergents est surtout synonyme d'un système économique extrêmement peu efficace en matière énergétique, donc c'est-à-dire un habitat extrêmement mal isolé et qui fuit partout, un parc de voitures extrêmement mal entretenu, et tout ça est évidemment pour une même production de richesse synonyme, et aussi un outil industriel souvent peu performant. Et tout ça est donc caractéristique d'une très faible efficacité énergétique. Alors c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du pauvre, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les grandes réserves d'amélioration de l'intensité énergétique ne se trouvent plus dans les pays de l'OCDE, mais bien dans les pays émergents, et on peut même considérer qu'en relatif, les pays de l'OCDE ont terminé leur transition énergétique en termes d'efficacité énergétique par rapport aux pays émergents, et que donc c'est vraiment dans les pays émergents
que tous les investissements devraient se faire pour réduire et améliorer l'intensité énergétique. Enfin, réduire l'intensité énergétique, alors très facile à dire sur le plan comptable, beaucoup plus compliqué à faire sur le plan politique. Alors, il y a évidemment 4 leviers de réduction qui sont les 4 usages classiques pour réduire l'intensité énergétique. Donc, les transports, l'habitat, l'industrie et l'électricité, mais je vais ne pas insister là-dessus pour me concentrer un peu plus longuement sur réduire le contenu carbone, donc c'est-à-dire réduire ou l'intensité carbone. Alors réduire l'intensité carbone sur le papier c'est très simple, hein, je vais réduire, je vais remplacer, maintenir mon flux d'énergie rentrant, mais remplacer mes énergies brunes par des énergies vertes. Mon produit intérieur brut devient un produit intérieur brut vert et je supprime par la même occasion mon flux anthropique sortant. Donc ça c'est le cas absolument idéal et donc ce que je vais vous démontrer c'est que c'est pas très simple d'arriver là et de faire ce qu'on appelle ou ce que certains veulent comme de la croissance 100% verte. Alors, on peut faire un petit recul en histoire et montrer d'abord que la société pré-industrielle était verte. Ça, vous avez là la courbe de l'historique de la croissance économique. C'est dû à un très célèbre économiste qui s'appelle Angus Madison qui part des comparaisons de standards sociétaux à étudier la croissance économique depuis Jésus-Christ. Et on voit ici que globalement, la croissance économique n'a pratiquement jamais existé avant le milieu du 19e siècle, et puis qu'elle s'est accélérée de façon exponentielle. Or, si on compare les mix énergétiques de la non-croissance économique, ça n'était que des renouvelables, du bois pour se chauffer, du vent pour se déplacer, éventuellement de l'hydro pour moudre le grain et fabriquer la farine, et des biocarburants pour les transports, c'était l'avoine pour nourrir les chevaux. Il faut savoir que l'agriculture de l'Ancien Régime, la moitié des surfaces cultivables étaient destinées aux chevaux. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était presque plus important de nourrir les chevaux que de nourrir les humains, puisque sinon, il n'y avait pas de transport. Et puis, tout ça a été remplacé par le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire, et puis un petit peu les renouvelables après, on va y revenir. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le passage de la société pré-industrielle de non-croissance à la société de croissance s'est fait par la substitution des renouvelables par les fossiles. Alors, on va aller un petit peu plus loin sur le sujet en se rappelant l'innovation destructrice de Joseph Schumpeter, un économiste bien connu du début du XXe siècle, qui avait dit que pour faire de la croissance, il faut que l'innovation nouvelle détruise la technologie précédente. Bon, je vous donne ici l'exemple avec le CD-ROM qui a détruit le disque vinyle et puis la clé USB qui a détruit le CD-ROM. Et si on se place un petit peu sur les technologies vertes, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont assez anciennes. L'éolienne découle du moulin à vent, moins 2000 avant Jésus-Christ. Nicholson invente l'électrolyse de l'eau, base de la production d'hydrogène aujourd'hui au début du 19e. La première voiture électrique est antérieure de près de 30 ans au moteur à essence de Otto et Baudrochat et du moteur diesel. La pile à combustible, base de la voiture à hydrogène, qui est l'inverse de l'électrolyse de l'eau, est inventée par Schoenbein, un Hollandais en 1839. Hertz invente, il veut bien venir, je suis désolé, là je suis bloqué, si ça y est, il est venu. Hertz invente l'effet photoélectrique en 1886. Diesel et Ford utilisent des biocarburants, diesel, l'huile d'arachide et Ford l'alcool pour leurs premiers véhicules. Et l'innovation destructrice de toutes ces belles inventions, ça a été le baril de pétrole. Donc on peut se demander aujourd'hui si le pétrole et dans une moindre mesure le charbon et le gaz ont été les innovations destructrices des renouvelables. Est-ce que les renouvelables peuvent aujourd'hui inverser le processus et être l'innovation destructrice du pétrole et du gaz? Alors, les dernières années ne vont pas dans le bon sens, puisque quand on voit l'année 2018 avec une augmentation de 2,9% de la consommation d'énergie, des investissements dans les renouvelables de 330 milliards de dollars pour augmenter la capacité renouvelable de 145 gigawatts. Donc 145 gigawatts,
c'est plus de 2 fois le parc nucléaire français. Et pourtant, quand on regarde ces 2,9% et qu'on en fait le breakdown, c'est 71% de fossiles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance économique et la croissance de l'énergie qui en découle se fait encore à 71% de fossiles et seulement à 18% de renouvelables. Donc c'est-à-dire que les renouvelables n'arrivent pas à suivre. Alors on peut essayer de comprendre pourquoi, et pour ça, il faut revenir à la notion dite de pilotabilité. En se rappelant d'abord une chose, c'est que seule la matière est stockable, que l'énergie ne l'est pas. Que quand on stocke du pétrole, on stocke bien du liquide, quand on stocke du charbon, un solide, et quand on stocke du gaz naturel, du gaz, mais que par contre, quand on a réalisé la combustion du pétrole, du charbon ou du gaz, l'énergie qui a été développée, si elle n'a pas été utilisée tout de suite, elle est rapidement dissipée sous forme de chaleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une énergie pilotable, c'est une énergie que je peux produire où je veux, quand je veux, combien je veux, autant que je veux, et cette énergie est stockable et transportable. Alors tout ça est lié. Si je veux produire où je veux, quand je veux et autant que je veux, il faut d'un côté que ce soit transportable et stockable, et de l'autre que ce soit suffisamment concentré. Et bien évidemment, la plupart des énergies anciennes, donc c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, nucléaire, et dans une moindre mesure hydroélectricité et aussi biocarburants, cochent à peu près toutes ces cases, sachant que l'hydroélectricité, c'est pas exactement où je veux, puisque vous avez besoin de sites assez particuliers. C'est pas non plus quand je veux, puisque généralement ça marche, mais enfin il suffit qu'il y ait une grande sécheresse et que le lac soit vide, et ça n'est plus ni quand je veux ni autant que je veux. Et les biocarburants, on le verra, cochent la case où je veux, quand je veux, mais pas autant que je veux, parce que, on le verra, les biocarburants sont des énergies qui sont relativement diluées. Mais si j'essaye de comparer ça aux énergies vertes, ben, elles ne sont pas pilotables. Hein. Donc, c'est-à-dire que je ne sais jamais où je vais produire, je ne sais jamais quand je vais produire. Elles sont dispersées, donc c'est-à-dire je ne sais pas combien, et généralement c'est assez peu, et surtout elles ne sont pas stockables ni transportables, excepté sous forme d'électricité qui doit être consommée immédiatement si elle n'est pas elle n'est pas stockable, puisque c'est une forme d'énergie, sauf, on le verra, sous des formes dérivées, comme l'hydrogène ou bien le pompage turbinage. Mais je n'ai pas insisté là-dessus. Je voulais vous montrer, c'est surtout l'image, que c'est extrêmement difficile de faire de la croissance économique quand je ne sais pas où je produis de l'énergie, quand je ne sais pas quand je produis de l'énergie, quand je ne sais pas combien, et qu'elles ne sont pas stockables. Et d'ailleurs, tout ça se matérialise sous forme de ce qu'on appelle le facteur de charge, qui est la durée de l'année durant laquelle je vais produire à pleine charge de l'électricité à l'aide de mon équipement. Pour l'éolien, c'est 20%, pour le solaire en France, c'est 12%. Donc, c'est-à-dire que globalement, si je n'avais pour l'instant que de l'éolien en France, je produirais de l'électricité un jour sur 5 et du solaire un jour sur 10. Donc, vous comprenez bien, compliqué de faire de la croissance avec tout cela. Et pour couronner le tout, c'est que quand je veux remplacer mes renouvelables, mon solaire et l'éolien par mes renouvelables, j'ai un problème d'échelle qui est extrêmement important. Ainsi, par exemple, on voit que si je veux remplacer mes 58 réacteurs nucléaires, ben, mon équivalent puissance, c'est 125 000 éoliennes de 2 mégawatts. Alors bon, je reconnais que la puissance des éoliennes commence à augmenter un peu, mais enfin, quand je prends les éoliennes actuelles, que vous voyez au bord des autoroutes, c'est essentiellement des éoliennes de 2 mégawatts, on en met en œuvre actuellement 600 par an. Ben, on voit que si on voulait remplacer tout le nucléaire par des éoliennes, il faudrait à peu près 200 ans de mise en œuvre. Et d'ailleurs bien plus, puisque la durée de vie des éoliennes n'est pas de 200 ans, donc il faudrait en remplacer au bout de 20 ou 30 ans celles existant déjà, donc on ne peut pas y arriver. Autre exemple intéressant,
c'est l'hydrogène. Je veux remplacer, aujourd'hui on consomme environ 50 milliards de litres en France de diesel et d'essence. Et donc la question est de savoir combien faudrait-il d'électricité pour remplacer ces 50 milliards de litres par de l'hydrogène fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau. Ben, la réponse, c'est 500 TWh d'électricité pour fabriquer l'équivalent kilomètre des 50 milliards de litres. Et 500 TWh, c'est 62 réacteurs nucléaires de plus ou de nouveau 125 000 éoliennes supplémentaires. On peut également regarder des choses assez intéressantes, dont la dernière qui va vous intéresser directement. Alors, si vous avez un jour l'occasion d'aller à Bruxelles, voici une voiture solaire. Donc, vous voyez la surface nécessaire. Alors, elle doit faire 4 mètres de large, je crois, et c'est pour une personne. Vous voyez, la voiture purement solaire pour famille nombreuse, elle est encore loin d'exister. Et puis, j'ai fait un petit calcul. Alors, vous qui êtes dans l'aéronautique, calcul intéressant. C'est donc, vous avez ici le fameux Solar Impulse de Bertrand Piccard. Hein, on a 270 mètres carrés de surface solaire avec des ailes qui font 63 mètres. Hein. Je crois que l'Airbus A380, c'est un peu plus de 80 mètres. Pour une motorisation de 30 kW. Donc, si on voulait calculer la puissance nécessaire solaire pour faire voler un Airbus A380 d'une puissance d'environ 50 MW, ben, il faudrait surface de panneaux solaires, il faudrait 90 terrains de football de surface d'air. Donc vous voyez que chaque fois qu'on veut essayer de remplacer ces énergies très concentrées et pilotables par des renouvelables, on est confronté à un problème d'échelle. C'est un peu pareil aussi pour les biocarburants. Si je prends un puits de pétrole et que je calcule l'équivalent bois, ben c'est 10 000 hectares de forêt. Donc, c'est-à-dire que globalement, si on avait continué à faire de la croissance économique avec du bois, comme on avait continué à utiliser le bois qu'on utilisait dans l'ancien régime, donc dans la période pré-industrielle, ben, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus un arbre sur la planète. Et d'ailleurs, j'en prends pour exemple la reforestation de la France depuis le début du 19e siècle. Hein, on voit ici qu'en l'an 1600, il y avait environ 15 millions d'hectares de forêt en France, qui avaient plu dû à l'utilisation, d'ailleurs pas uniquement énergétique, mais aussi dans la construction du bois. Il y avait plus que 5 millions d'hectares de forêt durant l'époque napoléonienne, et on est revenu aujourd'hui à 16 millions. Donc en fait, la surface boisée en France aujourd'hui est supérieure à ce qu'elle était au début du XVIe siècle. Et c'est en partie dû évidemment à l'utilisation non seulement de la pierre et de la brique en lieu et place du bois pour la construction, mais aussi du pétrole, du gaz et du charbon qui ont permis de brûler beaucoup moins de bois qu'auparavant. Donc j'en arrive un peu à ma conclusion. Donc pour vous dire que la croissance future, elle sera pour moi arc-en-ciel, donc c'est-à-dire de la croissance 100% verte, c'est une véritable illusion. Donc c'est-à-dire que certes il y aura de la croissance verte, mais il y aura aussi de la croissance jaune avec du nucléaire, de la croissance bleue avec du gaz et de la croissance brune avec du pétrole. Le charbon étant quand même relativement voué à disparaître, il n'est plus utilisé dans les transports, on peut le substituer dans l'habitat et dans la génération électrique. Et ça signifie aussi que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui ne signifie pas zéro fossile, mais zéro émission, il faudra mettre en œuvre ce qu'on appelle le CCUS, c'est-à-dire le Capture Carbon Storage and Utilization, donc c'est-à-dire le captage et la réinjection du carbone dans le sous-sol. Si on veut arriver à décarboner plus vite la société, il n'y a pas 36 solutions. Hein. La seule énergie pilotable tout en faisant de la croissance économique, puisque j'ai exclu la décroissance économique, je crois que le confinement et ses conséquences prouveront à ceux qui prônent la décroissance ce que ça peut entraîner comme conséquences économiques et sociétales. C'est que donc une transition accélérée ne peut repasser que par la renucléarisation. Renucléarisation,
D'abord dans la version imparfaite du nucléaire, c'est-à-dire la fission nucléaire, donc casser une gros atome en bombardant avec des neutrons, mais ça a évidemment gros inconvénient de produire des déchets. Et puis on espère, mais disons dans un laps de temps d'une cinquantaine d'années, pouvoir disposer de la fusion nucléaire, c'est-à-dire la fusion de deux isotopes de l'hydrogène, le tritium et le deutérium, de telle manière à pouvoir dégager de la chaleur et finalement on ne fera alors que ce que fait aujourd'hui le Soleil. Et je vous rappelle d'ailleurs pour terminer et revenir à mon image initiale que le Soleil fonctionne comme tout système avec un flux d'énergie rentrant qui est sa combustion d'hydrogène et un flux d'entropie sortant qui est la lumière qui nous émet, puisque la lumière que nous recevons du Soleil et qui est finalement la base de pratiquement toutes nos énergies n'est que le flux d'entropie sortant du Soleil. Voilà, je vous remercie. Et donc, si vous êtes intéressé par le sujet, donc je vous conseille mon livre, je vous conseille mon livre, je passe trop vite là, voilà, qui s'appelle Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, qui est disponible aux éditions de Bouc Supérieur et qui reprend en grande partie l'exposé que je vous ai fait ici. Voilà, on avait commencé à 10h07, il est 10h38, donc j'ai bien tenu mes 30 minutes et je suis ouvert à répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Moi, j'ai bien apprécié l'équation de Kaya, donc elle éclaire pas mal. Alors, j'ai plusieurs questions, je vais démarrer. Alors, il y en a une qui est assez longue. Évaluer la production de richesse par des dollars me semble partiel, car une partie de l'activité humaine et des bénéfices de l'énergie ne sont pas chiffrés en dollars. Par exemple, un retraité se déplace pour garder ses petits-enfants, les activités gratuites des associations, etc. A-t-on une idée de l'importance des activités non financiarisées par rapport aux activités chiffrées en dollars? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qui en fait, est assez longue à développer. Je ne l'ai pas développé ici. C'est revenir sur la nature même de la société de croissance et montrer que thermodynamiquement parlant, ça fonctionne comme un système hors équilibre. Alors, la personne qui a posé cette question, je lui conseille de lire un ouvrage qui s'appelle Prospérité sans croissance, qui est dû à un économiste britannique qui s'appelle Tim Jackson et qui fait la critique de la société de croissance en expliquant notamment ce qu'il appelle la cage du consumérisme, etc. Et en concluant sur ce que la personne pose comme question, de garder ses petits-enfants, les personnes âgées, etc., c'est-à-dire des activités non lucratives. En fait, quand on regarde la nature de notre société de croissance, c'est que il y a une chose qui est tout à fait vraie, c'est qu'il y a dans notre société de croissance un tas d'activités superflues dont l'être humain peut tout à fait se passer. Et d'ailleurs, la période du confinement a été une expérience inédite de vivre ce qu'est une société de décroissance. Et sauf ceux qui ont eu la malchance d'être malades, mais personne n'est mort de la décroissance économique. Vous avez finalement eu une activité qui était tout à fait réduite au nécessaire, c'est-à-dire que pendant la période de confinement, vous avez continué certains à travailler, beaucoup ont été mis au chômage technique, on le sait, on y reviendra après. Deuxièmement, vous avez mangé, vous avez pu vous nourrir, vous étiez avec votre famille, vous aviez une activité de regarder la télé, mais toutes les activités superflues, cinéma, déplacements, vacances, sport, etc., cafés, restaurants ont été supprimés. Et le problème, c'est que notre société de croissance, c'est en fait, et c'est ça le drame, c'est que c'est le superflu qui entretient le nécessaire. C'est-à-dire que globalement, si vous supprimez toutes les activités superflues, vous allez en fait réduire le revenu par habitant qui va finir par tomber en dessous de mes fameux 15 000 $ par habitant et vous allez progressivement perdre les activités nécessaires, c'est-à-dire la santé, l'éducation
et disons, le bien-être journalier absolument nécessaire. Donc, c'est-à-dire que tout le problème est là, c'est que globalement, ce sont les activités chiffrées qui vont finalement vous permettre, disons, d'avoir et de faire des activités non chiffrées derrière. Et tout le problème est là. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et d'ailleurs, la conclusion de Tim Jackson est celle-là, c'est que il explique la société que vous proposez, donc c'est-à-dire d'activités non lucratives, en disant finalement il y a un tas d'activités, on peut s'occuper des enfants, les EHPAD, etc. Mais finalement la dernière question qui arrive, c'est qui paye. Et quand il n'y a plus personne pour payer, il n'y a plus d'activité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que globalement, nous sommes dans une société qui est très dépendante de la croissance et le pendant, ou disons l'opposé de la croissance, il n'y a pas de secret, c'est la pauvreté absolue. Merci Philippe. Voilà. Donc, éventuellement, si on pourra repréciser le nom de l'ouvrage que vous avez cité, Philippe, par Donc, mail, si des gens le demandent. oui, donc il s'intitule Prospérité sans croissance, Tim Jackson, et c'est aussi l'audition de Book Supérieur. D'accord, merci. Alors, une autre question, c'est plutôt un commentaire qui dit la part du fossile était-elle plus importante dans les années précédentes? Enfin, quelle est son évolution, si je traduis le commentaire, Oui, par rapport aux alors, années précédentes? voilà, très bonne question. Elle était de 92% dans les années 70, avant le premier choc pétrolier, et elle était en 2018 de 85%. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez remarquer que son évolution est extrêmement plus que décevante et que nous restons aujourd'hui déchoutés aux fossiles, si j'ose dire, et qu'on a beaucoup de mal à en sortir pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire la pilotabilité absolument. On n'a jamais fait mieux comme énergie que le litre d'essence. Il n'y a pas plus concentré, il n'y a pas plus simple à extraire, puisqu'il suffit de forer un puits et ça sort tout seul. On n'a même pas besoin de bûcherons ni de mineurs pour aller extraire l'énergie. Elle est sous pression dans l'écorce terrestre et elle arrive pratiquement toute seule en surface. Alors je vous expliquerai demain, parfois quand la pression devient un peu insuffisante, il faut un peu de pompage, mais enfin, ça se transporte sans aucun problème de n'importe quel point de la planète à n'importe quel point de la planète. Vous pouvez la stocker aussi longtemps que vous voulez, tant que vous n'en avez pas besoin, et le jour où vous en avez besoin, vous le mettez dans votre réservoir à essence, dans votre chaudière, vous fabriquez éventuellement de l'électricité avec, vous fabriquez du ciment, vous pouvez faire du verre ou de la chaux, il n'y a aucun problème. Donc, multi-usage et d'un pratique incroyable, ça n'a qu'un inconvénient, c'est que c'est pas renouvelable et que ça émet des gaz à effet de serre. Mais donc, on a beaucoup de mal à en sortir parce qu'il faut reconnaître que c'est une énergie qui a, disons, des facultés absolument exceptionnelles de pratique. Voilà. Et donc on a beaucoup de mal à en sortir. Et on en sait quelque chose dans l'aéronautique, puisque c'est. Ah, vous en faites aussi quelque chose en aéronautique, Ben, même si vous essayez de promouvoir l'avion vert. Bon, je veux dire, vous êtes beaucoup plus compétent que moi en aéronautique, mais enfin là, je vous ai dit, à l'avion solaire, je le sens pas trop, quoi. Voilà. Oui, il faudra trouver plutôt autre chose. Une autre question, n'y a-t-il pas un transfert de l'intensité énergétique depuis les pays de l'OCDE vers les pays en voie de développement qui serait expliqué par les transferts de production des produits à fort besoin énergétique vers ces pays bas coût? Oui, je vous l'ai dit, hein. Je vous ai dit qu'il y avait deux raisons à l'intensité énergétique très élevée des pays émergents par rapport aux pays de l'OCDE. Il y a un facteur qui est du second ordre, qui est la délocalisation. Donc c'est ce que vous dites, hein. Donc c'est-à-dire que nous avons délocalisé un certain nombre d'activités énergétivores vers les pays non OCDE et ça compte à peu près pour un cinquième. Et les 4/5 restants, c'est la faible efficacité énergétique
des systèmes économiques des pays émergents. Donc je vous ai dit, ben, bon, pour ceux qui ont déjà été dans le sud-est asiatique ou en Afrique, ben, c'est que effectivement les l'habitat est très mal isolé, les voitures sont très mal entretenues, ce sont souvent des vieilles voitures qui consomment encore des 10 ou 15 litres au 100. Donc voilà, donc ils ont en fait, que ce soit le transport, l'habitat et l'industrie qui sont les trois grandes sources de consommation d'énergie, sont relativement peu performants. Mais effectivement, je suis d'accord, il y a une part non négligeable, puisque je vous ai dit c'est de l'ordre du cinquième, qui est due à la délocalisation. Ensuite, une remarque sur le fait que Engie a fait une avancée dans les solutions de stockage de l'énergie renouvelable. Ça, c'est un premier point. Et deuxième commentaire, c'est peut-être aussi en savoir un peu plus sur ITER, savoir où ils en sont. Bon, donc, alors stockage des énergies renouvelables. Euh, donc d'abord, encore une fois, c'est impropre comme terme. On ne stocke pas une énergie, on va transformer l'énergie en une matière qu'on va pouvoir stocker. Alors il y a une exception, hein, qui sont les batteries, où on stocke à la fois de la matière et de l'énergie. Mais il faut savoir que le stockage batterie, bon d'abord la batterie est quand même c'est pas une technologie des plus écolos en fabrication et en démantèlement. Donc, c'est-à-dire qu'une société tout batterie, d'abord j'ai du mal à y croire, et puis du point de vue écologique, je suis désolé, mais je sais pas ce qu'on va en faire. C'est truffé de métaux rares, de métaux lourds, d'électrolytes, etc. Je sais qu'en Chine, ils pensent à faire des batteries sous forme carrément d'un immeuble avec des piscines d'acide sulfurique. Bon, j'ai du mal à y croire. Donc, batterie, j'aime pas trop. Et puis, vous avez deux méthodes de stockage. En dehors de ça, les autres méthodes sont assez marginales, hein, quand on parle de volant d'inertie, etc. C'est assez marginal. La première, c'est le STEP, donc c'est-à-dire le pompage-turbinage, hein, donc c'est relever l'eau des barrages avec de l'électricité renouvelable pendant des périodes où la consommation est faible et où la production existe. Donc ça, c'est bien du stockage sous forme d'énergie potentielle. Hein, donc voilà. Enfin, sous forme d'eau potentielle. Donc là, encore une fois, on stocke de la matière qui est de l'eau. Donc on ne stocke pas de l'énergie puisqu'elle est potentielle. Et la deuxième méthode, c'est l'hydrogène. Alors pour le STEP, ben, pratiquement en France, il y a plus de, on le fait depuis très longtemps. Hein. On stocke environ une dizaine entre 10 et 20 TWh par an, donc ça reste quand même relativement faible. Enfin, ça existe. Et le deuxième, c'est l'hydrogène. Et donc l'hydrogène est pour moi une voie tout à fait intéressante et à suivre, et qu'Engie effectivement considère dans son mix énergétique. Alors l'hydrogène, c'est intéressant puisque c'est à la fois du stockage, mais finalement de la transformation, puisque l'hydrogène, on le définit comme un vecteur de transport d'énergie, mais en réalité, c'est une énergie aussi, hein, puisque on peut soit l'utiliser dans une pile à combustible pour reproduire de l'électricité, soit éventuellement le mélanger à du gaz et brûler l'ensemble. Hein. Donc, ça peut avoir à la fois une vocation électrique, une vocation thermique. C'est propre, puisque ça ne produit que de l'eau. C'est un bon concentré énergétique, hein, puisqu'un kilo d'hydrogène, ça contient beaucoup d'énergie, 3 fois plus d'énergie qu'un kilo de pétrole. Alors volumétriquement, par contre, c'est faible, hein, puisque c'est très léger. Alors l'hydrogène a deux inconvénients. Hein. Le premier inconvénient, ben, c'est qu'on ne le trouve pas dans la nature comme le gaz naturel, qu'il faut le fabriquer. Pour le fabriquer, ben, successivement, il y a des pertes de rendement. Donc on peut soit le fabriquer par le reformage du méthane, faisant réagir à haute température du méthane avec de l'eau. Mais là, on reproduit du CO2, donc ça a moins d'intérêt, parce que la plupart de l'hydrogène est fabriqué comme ça. Deuxième méthode, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc il faut des quantités
supplémentaire d'électricité, c'est bien adapté aux renouvelables, puisque de nouveau, quand l'électricité renouvelable n'est pas utilisée, ben on peut l'utiliser pour produire de l'hydrogène. En plus, ça pourrait développer des filières locales, puisque le solaire et l'éolien, je les vois surtout comme des énergies. J'aime bien le solaire et l'éolien. Tout ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas en mettre 100% dans le mix énergétique. Donc, on pourrait développer des filières locales en associant à des fermes éoliennes et des fermes solaires de la fabrication d'hydrogène. Et d'ailleurs, ce sont des électrolyseurs qui ne sont pas nécessairement très lourds. Même à la pompe à hydrogène qui remplacerait la pompe à essence, on pourrait fabriquer carrément l'hydrogène en continu avec de l'électricité à la pompe. Deux inconvénients à l'hydrogène. Donc, je vous ai dit, c'est qu'il n'existe pas dans la nature. Deuxièmement, son coût. Notamment les pompes à hydrogène coûtent relativement cher parce qu'il faut comprimer l'hydrogène à 700 bars. Et puis il y a quand même des problèmes de sécurité et de safety derrière. Ça se gère, mais dans une société où le principe de précaution prévaut, ça peut poser des problèmes dans l'avenir. Voilà pour le stockage. Merci. Alors, une autre question, quid des autres ENR plus pilotables, comme les hydroliennes en mer, la géothermie, notamment pour le chauffage? Oui, alors oui, c'est bien, ça peut tout à fait complémentariser, mais les quantités resteront, je vais dire, relativement négligeables. Euh, bon, je dirais que la grande application de la géothermie, ce sont surtout les pompes à chaleur géothermiques, parce que ça augmente fortement l'efficacité. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler de la géothermie très basse température, hein. Donc, on va faire un puits qui fait entre 20 et 100 mètres et, aller chercher un peu de chaleur pour fortement améliorer le rendement de la pompe à chaleur. Or, comme l'électrification via la pompe à chaleur du chauffage dans l'habitat est le moyen le plus efficace avec des technologies bien connues pour remplacer le, le fuel et le gaz dans l'habitat, donc c'est là que la géothermie basse température est efficace. La géothermie haute température, quand on a une nappe d'eau chaude, c'est bien, mais en fait c'est très localisé, ça restera relativement marginal. Alors il y a un pays dans le monde qui est l'Islande, qui a énormément de géothermie, mais c'est parce qu'il y a, disons que il y a un sous-sol extrêmement particulier qu'on trouve pratiquement pas en France. Donc c'est-à-dire que la géothermie ne jouera qu'un rôle faible en France. Bon, les hydroliennes, oui, pourquoi pas. Alors hydroliennes, ça peut être soit au fil de l'eau dans les rivières, mais de nouveau la production d'électricité. Enfin, de nouveau, c'est quand même beaucoup de métal, beaucoup d'équipements pour des puissances de quelques mégawatts. Là où avec du nucléaire, on peut faire 2 gigawatts. Donc, et hydrolienne en mer, oui, mais tout ce qui est, que ce soit l'hydrolienne, mais aussi les éoliennes en mer, donc gros problème de corrosion et de durée de vie des éoliennes. Alors bon, ça c'est quelque chose que nous pétroliers on connaît bien, hein, puisque on sait enfin moi qui ai géré beaucoup de projets pétroliers dans ma carrière, et notamment des installations offshore, on sait que un des gros coûts de la maintenance offshore, c'est la peinture. C'est-à-dire qu'on doit repeindre les installations en permanence parce qu'on a un milieu extrêmement corrosif du haut sel marin. Et donc les éoliennes vont beaucoup souffrir. On sait vous devez tous connaître l'usine marémotrice de la Rance, qui est, c'est important, hein, c'est 700 mégawatts. Eh bien, ça marche au flux et au reflux. Et on sait que les gros problèmes, ça a été la corrosion des turbines. Donc, on est obligé, si on veut des turbines d'une durée suffisante, de passer sur des alliages extrêmement coûteux. Malheureusement, le milieu marin peut être source d'augmentation de coûts extrêmement important dû à la corrosion. Voilà. Mais donc, pour répondre en résumé à la question, c'est que ces énergies renouvelables alternatives pourront participer au mix, c'est très bien, mais par contre n'amèneront que quelques térawattheures. Donc c'est pas ça qui va jouer déterminant dans la transition énergétique.
Une autre question qui aborde les choses sous un autre angle. L'Internet des objets ne permettra-t-il pas de mieux piloter des énergies intermittentes si on y ajoute des solutions de stockage, des rendements du photovoltaïque par exemple, qui s'améliorent? Cela peut-il tempérer fortement le besoin en énergie brune ou nucléaire? Alors, oui. Donc, d'ailleurs, c'est assez marrant comme question parce que allez sur le site de l'Institut Sapiens, hein, c'est www.institutsapiens.fr. Je publie aujourd'hui un article sur le sujet. C'est-à-dire, globalement, c'est de mettre dans la balance l'énergie que consomme le digital face à l'énergie que peut rapporter le digital. Et donc, incontestablement, le digital est est un levier majeur pour optimiser la consommation d'énergie. Alors bon, c'est pas nouveau, hein, dans l'industrie, il y a bien longtemps que le digital améliore les process. Vous-même, dans l'aéronautique, ben, un avion, c'est truffé de capteurs pour optimiser le trajet, optimiser la consommation de kérosène. Aujourd'hui, le régulateur de vitesse dans les voitures a permis de bien améliorer, de bien réduire la consommation des voitures thermiques. Et on considère d'ailleurs que grâce au digital et notamment à ce qu'on appelle la boîte de vitesse digitale, hein, qui n'est plus une boîte de vitesse automatique, mais une véritable boîte de vitesse digitale, donc qui va comporter plusieurs dizaines de vitesses et qui adaptera vraiment le régime du moteur à la vitesse que vous faites, peut réduire par deux la consommation dans les voitures. Et donc, au niveau de l'éolien et du solaire, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les smart grids, hein, peuvent injecter quand il y a beaucoup de vent et quand il y a beaucoup de demandes, en préférence le solaire et le digital par exemple, et quand il n'y a pas de demande, ben, l'utiliser pour fabriquer de l'hydrogène. Donc il y a un switch automatique qui se fait, toutes ces technologies existent. Cela étant, je reste convaincu que la véritable utilisation du solaire et de l'éolien sont essentiellement locales. Ce sont des énergies extrêmement locales. Et que, compte tenu des puissances, comme je dis souvent, éclairer l'île avec le soleil de Marseille, je considère que c'est un peu c'est un peu de la bêtise, parce que derrière, vous êtes obligé de construire des réseaux électriques extrêmement complexes, puisque vous avez des éoliennes très dispersées. Par contre, localement, les smart grids peuvent être extrêmement utiles, donc c'est-à-dire que un village qui est relié à des éoliennes utilise les éoliennes tant que ça marche, et quand l'éolienne s'arrête, on switch directement sur le réseau nucléaire, mais ça se fait déjà aujourd'hui. Mais donc, d'une façon générale, et bien au-delà des éoliennes et des panneaux solaires, oui, bien entendu, le digital est une source d'amélioration, mais aussi de consommation d'énergie. Donc, le digital consomme aujourd'hui 2500 TWh d'électricité, c'est-à-dire 10% de la consommation mondiale d'électricité, et on va aller vers 20% avec la généralisation du digital et la big data. Donc, c'est-à-dire que le digital, certes, est un moyen extrêmement efficace pour réduire ma fameuse intensité énergétique, mais c'est aussi derrière un consommateur d'énergie de plus en plus important. En France, c'est 12% de la consommation électrique, un peu plus de 50 TWh sont destinés, enfin sont consommés par le numérique. Merci. Alors, on va encore s'octroyer deux questions. Celle-ci est assez longue. Le recours aux technologies de capture du CO2, très brièvement mentionné en fin de présentation, est incontournable pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et même devenu indispensable, quel que soit le scénario énergétique, pour arriver à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré en 2100. C'est le GIEC qui le dit. Pourtant, ces technologies ne sont qu'au stade des prototypes. N'y a-t-il pas ici un immense obstacle au maintien de la part des énergies fossiles dans le mix énergétique? Bien. Alors donc je partage tout à fait la première partie de la question. Donc c'est-à-dire que il faut faire très attention à bien différencier parce que disons dans l'imaginaire collectif, quand on parle de neutralité carbone en 2050, c'est zéro fossile en 2050, alors qu'en réalité, ça n'est pas du tout le cas.
Hein, la neutralité carbone en 2050, c'est encore, selon l'Agence internationale de l'énergie, entre 40 et 50% de fossiles, un mixte très différent avec presque plus de charbon, beaucoup moins de pétrole, mais encore beaucoup de gaz naturel. Mais par contre, des techniques de capture. Alors des techniques de capture, il y en a deux. La première, elle est naturelle, ce sont les végétaux. Mais de nouveau, avec les végétaux, on se retrouve face à un effet d'échelle. Hein. Un arbre, ça stocke environ entre 30 et 50 kilos de carbone par an en moyenne. Alors il y a des catégories d'arbres qui montent à 80, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais j'aime bien connaître bien les ordres de grandeur. Donc vous faites le calcul assez simple que si vous voulez stocker annuellement les émissions de la France qui sont très faibles par rapport à d'autres pays compte tenu du nucléaire, il faudrait planter 8 milliards d'arbres. Donc ce qu'on voit, c'est que de nouveau, on se trouve devant un effet d'échelle considérable et donc il faut aller vers le CCUS. Alors le CCUS, disons, il n'y a pas d'obstacle technologique. On sait faire. Hein. Il y a un certain nombre de projets qui sont opérationnels aujourd'hui. Le premier, d'ailleurs, Sleipner en Norvège, a débuté dans les années 90. Donc, ce que je veux dire, capter le CO2, on sait faire avec des lidamines, etc. Et puis, on le met en conditions supercritiques et on le réinjecte. Ça pose pas de problème technologique. Il y a trois problèmes, disons, réels, qui sont les suivants. Le premier, c'est le problème dit de étanchéité de la couverture. Donc, c'est-à-dire, on va stocker le CO2 dans le sous-sol et il faut démontrer, selon la législation, qu'il n'y a pas de fuite donc au-dessus et que le CO2 ne peut pas remonter en surface. Je vais dire que même si au bout de 5000 ans, il finit par y avoir une fuite de CO2 et que le CO2 finit par fuir dans l'atmosphère, le CO2 n'est pas un poison. C'est pas comme des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, on peut comprendre la crainte parce qu'un déchet nucléaire est un poison. Le CO2 n'est pas un poison, donc ce qui est stocké est stocké. Et si jamais il y a une petite fuite dans 5000 ans, c'est pas dramatique. Donc là, j'y vois pas un problème majeur. Mais l'imaginaire collectif est de nouveau un petit peu calibré à considérer ça comme une technologie risquée. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des formations qui peuvent accepter ce volume de CO2. Donc il faut trouver ce qu'on appelle des formations dites déplétées, qui peuvent être soit des formations pétrolières, soit des aquifères, où on a extrait l'eau pour pouvoir y injecter un fluide de remplacement qui est du CO2. Parce que si vous avez, par exemple, des aquifères vierges, si vous injectez le CO2, vous faites monter la pression au-dessus de la pression de fracturation, et là, pour le coup, vous fracturez la couverture. Donc je vais dire que ça c'est un obstacle et puis un obstacle coût aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que le prix du carbone n'est pas au-delà de 100 euros, c'est très difficile de valoriser le CCUS. Donc c'est-à-dire que globalement, à la question, si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans l'avenir sur le prix du carbone, le CCUS risque d'être fortement ralenti et effectivement, on n'atteindra pas la neutralité carbone en 2050. Et une dernière question qui va Oui. conclure. Un mix énergétique en arc-en-ciel sera-t-il suffisant pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est la conclusion. Alors, disons que, alors d'abord, je m'aventure plus sur un terrain que je connais moins bien. C'est-à-dire que globalement, moi, je connais bien l'énergie et les émissions de CO2 et les conséquences, les relations CO2-température. Je suis pas climatologue, donc c'est moins ma spécialité. Alors j'ai lu là-dessus quand même. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations quantité de CO2 dans l'atmosphère, température, aujourd'hui, les ranges d'erreur sont très importants. On sait qu'on est entre 1 et 5 degrés et qu'on a du mal, et puis on prend une cote mal taillée entre les deux. Donc, allez, on sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 420 ppm de CO2. On veut limiter à
450 à peu près ppm de CO2 pour limiter aux fameux 2 degrés. Or, ce qu'on sait, c'est qu'on envoie dans l'atmosphère à peu près 35 gigatonnes de CO2 par an, ce qui fait de l'ordre de 4 ppm par an. Et d'ailleurs, le confinement, quand on calcule, ça fait 0,5 ppm. Donc, vous voyez que si on voulait arrêter toute production de CO2 et atteindre par la seule décroissance économique l'objectif 2050, il faudrait pratiquement faire du confinement à 100% pendant 30 ans. Donc, vous imaginez le levier avec les conséquences. Donc, ce que je veux dire, c'est que sans capture et sans réinjection de CO2, on va avoir beaucoup de mal à y arriver, puisque je vous ai dit, on en injecte 4. 4 fois 3, ça fait 20, donc on serait déjà à 640 si on ne réduit pas. Si je calcule 450 en 2000, donc il nous reste environ 30 ppm, 30 ppm sur 30 ppm sur 30 ans. Ça fait 1 ppm par an, donc il faudrait dès à présent diviser par 3 nos émissions. Donc c'est sûr que l'objectif va être des 450 ppm, va être extrêmement difficile à atteindre. Et surtout sans prix du carbone. Et donc je crois que je conclurai à ça, c'est que le prix du carbone est quelque chose qui est absolument indispensable. D'ailleurs, Patrick Pouyanné le disait, hein, que si le climat a un prix, il faut que le carbone ait un coût. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Je crois qu'il y a 2 grands obstacles à la transition énergétique, mais le plus grand obstacle, c'est le nationalisme. Il est certain qu'une somme de transition énergétique nationale n'arrivera jamais à la neutralité carbone à 2050, alors qu'une transition énergétique mondiale y arrivera. Et puis, de ce côté-là, même au niveau européen, on est assez mal parti. Donc, je dirais que, bon, gardons espoir de ce côté-là et essayons de... Je crois en tout cas que tuer le nucléaire est vraiment pas la bonne solution. Et d'ailleurs, aussi bien le GIEC que l'IEA le dit, hein, c'est que sans le nucléaire, les objectifs de neutralité carbone sont absolument inatteignables. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour tout cet éclairage. J'avais d'autres questions, notamment sur le nucléaire, mais bon, on n'a pas le temps. Allez, une dernière sur le nucléaire. Alors, elle est quid des déchets nucléaires? Elle est vaste, mais elle est fondamentale. Oui, alors elle est fondamentale, mais encore une fois, entre ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif et la réalité, il y a un fossé. Donc, on sait gérer les déchets nucléaires. D'abord, les déchets nucléaires aujourd'hui sont réutilisés plusieurs fois et finalement la radioactivité des déchets finaux est relativement faible. Et à partir du moment où on les met dans des colis et on les enfuit et qu'on surveille, je veux dire, le risque climatique est bien supérieur au risque des déchets nucléaires. Et je crois que dans la vie, comme partout, il faut évaluer le risque et savoir choisir ses combats. Hein, ce que je veux dire, c'est que si on veut un risque zéro, plus jamais personne ne monte dans un avion, alors qu'on sait qu'un avion est finalement le transport le plus safe. Donc, je dois dire que pour moi, les déchets nucléaires ne sont pas un problème de fond, puisque, je veux dire, toutes les techniques, et je connais bien notamment les gens de l'Andra depuis très longtemps, ont été mises au point pour enfuir les déchets. Maintenant, par rapport à ce qui est dit, effectivement, c'est de dire, ben, si vous enfuyez des déchets enfuis, qu'est-ce qui me prouve que dans 100 000 ans, il n'y a pas un petit peu de fluide qui va ressortir? Et ça, effectivement, je ne peux pas le démontrer, comme si je vous demanderais de démontrer que prendre l'avion, c'est un risque zéro. Ben non, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que le risque nucléaire est tout à fait gérable et géré. Et d'ailleurs, et j'en conclurai par là, c'est que le nombre de victimes par mégawatt nucléaire est de loin le plus faible. Il est même nettement plus faible que l'éolien et le solaire. Voilà.
Merci Philippe. Alors là, je me fais gronder par Géna, donc on va être obligé d'arrêter. Et donc, se D'accord. donner rendez-vous pour demain, même heure, avec vous, Philippe, donc pour exploration et production pétrolière. Et je rappelle que la présentation que vous avez vue et aussi l'enregistrement du webinaire seront disponibles via un lien qu'Aerospace Valley vous enverra. Merci Oui. beaucoup. Et puis, Je oui, vous signale oui, également Philippe. pour ceux qui sont intéressés, si vous avez noté donc mon mail, si vous avez des questions supplémentaires, on m'avait demandé, je suis tout à fait ouvert à vous répondre. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Energy Challenge, www.energychallenge.com, où vous pouvez retrouver des petites vidéos pédagogiques qui reprennent en partie aussi tout ce que je vous ai raconté ici. Merci et bien à demain alors à tous et À à très demain à bientôt vous. sur Au d'autres revoir. cafés techno. Au revoir.